le chanter en anglais. Tu sais, j'ai un auditoire très bilingue, hein, tu peux parler avec des mots anglais. Salut YouTube, c'est Super Bucky. Aujourd'hui, une nouvelle petite interview sur la chaîne où j'ai la chance de recevoir un créateur de contenu sur YouTube qui stream actuellement, mais aussi podcasteur pour les copains de la case rétro, Banjo Gaioli. Salut Banjo Gaioli, comment tu vas? Ça va bien, salut à toi et merci Super Bucky. Bah oui, on a réussi à trouver un peu de temps pour pouvoir échanger tous les deux et j'approche tout doucement de mon full set de la case rétro, donc... le truc de carte complet, ouais, j'ai même failli louper le truc parce que j'avais oublié. C'est toi qui es venu me rappeler sur Twitter. Oui. Ouais, t'es toujours là. Vraiment désolé, mais... Non, mais il y a pas de souci. On va commencer par une question un peu complexe, je suis désolé, mais je vais te demander comment tu vas. Ça va bien, merci. Ok, donc on a répondu aux questions sérieuses, on va pouvoir commencer l'interview maintenant. Excuse-moi, je suis mal poli, mais comment va Simon? Simon va très bien, il est là. Je peux te montrer, il peut dire bonjour, mais il est toujours avec moi. Il est. Bah très bien, parce que. Mais il va bien. Parce que quand j'ai parlé de toi, on m'a dit de prendre des nouvelles. On m'a dit et de Simon, mais surtout de toi. Donc comme tu dis. C'est gentil. Si tu devais présenter le contenu que tu fais sur ta chaîne et que tu streams sur Twitch, comment tu le définirais? Enfin, tout simplement, c'est de la musique de jeux vidéo que je reprends comme beaucoup d'autres le font, mais que je reprends avec des instruments acoustiques et puis d'autres instruments que je bricole un peu moi-même parfois. Et puis j'essaie de reproduire certains sons faits maison, quoi, quand j'ai pas forcément d'instrument. C'est de la musique, c'est des reprises de musique en gros. D'accord. Et j'ai vu sur YouTube ta chaîne, elle doit avoir, je crois, elle a 6 ans maintenant, ta chaîne bientôt. Quelque chose. Ouais, j'ai vu 2015, donc... 2014, d'accord. Ouais. Et cette idée de faire des covers acoustiques de musique de jeux vidéo, ça t'est venu comment? Tu faisais déjà ça dans ton coin avant ou c'est un projet que t'as monté comme ça? J'étais musicien avant, hein, bien sûr. J'ai commencé à faire de la musique, je devais avoir 5-6 ans, comme des ordinateurs, mais ouais. Et puis, donc, je savais déjà jouer un peu tous ces instruments-là. Et puis, je jouais pas mal de musique irlandaise, parce que c'est là où j'habite. Donc, musique traditionnelle irlandaise. Et puis, j'avais un peu déjà j'ai eu une idée de faire cette espèce de montage avec plusieurs cases où tu vois différents instruments d'être joués. Donc, j'avais déjà un petit peu cette idée-là. Ça s'est pas fait parce que déjà, je savais pas comment ça se faisait ou même si c'était possible. Et puis un jour, j'ai vu Smooth My Groove sur YouTube, qui est une référence, hein, à peu près, historiquement. Et puis et j'ai vu ce qu'il faisait. Et puis je l'ai contacté. Une fois, je lui ai dit tiens, tu connais Turrican sur Amiga, la musique est bien cool. Est-ce que tu penses en faire une reprise? Donc, et je m'attendais pas à une réponse, et effectivement, il m'a répondu, il m'a dit, ah ouais, c'est vrai que la musique est cool, mais ça correspond pas à ce qu'on fait, et puis donc, je dis, ah bon, c'est dommage, et puis je me suis dit, bah tiens, pourquoi je le ferais pas moi-même, quoi. Donc, bah ouais, un week-end, je crois que ma femme était partie avec des amis en week-end ou un truc comme ça, et donc j'étais tout seul là, je pouvais faire autant de bruit que je voulais, et donc j'ai fait ma première cover de Castlevania à la Smooth My Groove, incroyable, ouais. Format. Et puis voilà. Ça a été repris par Konami sur leur site Facebook à l'époque, quand ils promotaient encore certains créateurs. Et puis ouais, je me suis réveillé le lendemain, il y avait, je sais pas, 1000 abonnés sur la chaîne. Incroyable. Ouais, et puis au départ, je m'étais dit, je vais en faire une ou deux, trois, pour voir comment ça se... Je comptais pas faire une chaîne du tout, hein, c'était pas du tout mon but. Et puis quand j'ai vu que ça tournait, que les gens aimaient bien, et puis que c'était fun à faire, parce que c'est fun à faire. Et bah ouais, ça a continué 2021 et t'es toujours là. Et j'ai vu que tu faisais en parallèle de ça, tu avais une autre chaîne où tu faisais plus des réparations du bricolage sur tout ce qui était électronique, ordinosaure et autres consoles. Ouais, 8-Bit Manshed, bah ouais, je bricole pas mal, quoi. J'ai un petit atelier là pour réparer. Donc je suis collectionneur bien sûr de machines rétro et de jeux rétro, mais aussi de jeux d'arcade. Donc les machines rétro, ça va demander un petit peu d'entretien. Les machines d'arcade 10 fois plus, parce qu'elles sont toujours en panne. Ou en tout cas, moi, au prix où je les récupère, elles sont en panne et à réparer. Donc bah ouais, j'ai une autre chaîne où je documente un peu tout ça. C'est pas tant pour faire des jeux ou quoi que ce soit, c'est surtout pour documenter
les réparations elles-mêmes, quels composants on peut utiliser à la place des anciens, comment réparer ce type-là. Enfin, c'est plus un peu pour la documentation. Puis je pense que t'as raison, parce que je pense que les concepteurs originaux seront bientôt plus à même de pouvoir documenter, et s'il n'y a aucune trace qui est laissée, au bout d'un moment, ces machines vont tomber dans l'oubli et elles seront plus réparables, quoi. Donc Non, les concepteurs originaux, Atari, Namco, enfin Sega, tout ça, ils s'en foutent de ces vieilles machines-là. C'est pas du tout leur problème, leur passion. Donc c'est vraiment aux hobbyistes. C'est comme de retaper des vieilles voitures ou enfin, c'est le même principe. Démonter, mais tout mettre à plat. Ouais, je suis d'accord. Donc donc c'est ma deuxième chaîne où je fais ça. D'accord. Donc tu es collectionneur de consoles et jeux vidéo. Ce qui fait une transition toute trouvée vers ton arrivée dans la case rétro. Donc case rétro, podcast jeux vidéo français. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est toi qui allais faire toc toc à la porte ou ça s'est passé autrement? Alors en fait ma toute première intervention dans la case, ça date justement de 2014. Alors je sais plus si c'est Enfa qui m'avait contacté en ayant vu les reprises ou c'est moi qui avais envoyé un email à l'équipe de la case pour leur dire vous avez vu ce que je fais ou un truc comme ça. Mais en tout cas j'ai eu un email un jour d'Enfa qui m'a demandé si je voulais venir faire une interview comme ça pour un bonus stage de la case, donc j'ai oui. Et puis j'étais fan depuis et c'est quoi, l'année dernière c'était ma toute première saison. Mais avant ça, j'étais revenu faire quelques épisodes. Il y avait un épisode sur Rick Dangerous, c'était sur les jeux d'arcade. Ouais. Et puis quelqu'un sur Twitter a dit bientôt Oli en membre permanent dans la case. Ouais. On a tout rigolé. Et puis après on s'est dit on me remarque pourquoi pas. Donc c'est comme ça en fait. C'est parti d'une boutade sur la case sur Twitter. Ouais. Et puis une semaine ou deux après, vous avez officialisé l'union. Officialisé l'union dans la case, voilà. Et c'était l'année dernière, c'était ma première saison complète parce que j'avais fait une demi-saison. Banjo Gaioli. Le tout petit Banjo Gaioli. Comment est-ce qu'il a découvert le jeu vidéo? Le tout petit Banjo Gaioli, le papa du tout petit Banjo Gaioli travaillait à Philips. Mais il travaillait à Philips et donc le premier truc qu'on a eu c'était le vidéopack. Ah oui. Alors j'étais pas bien grand, je me souviens plus exactement de quel âge j'avais, mais et c'était même pas le vidéopack, c'était la carte mère du vidéopack. C'était un prototype avant que Philips lance vraiment le vidéopack. D'accord. C'était en France et en Europe. Et c'était donc la carte mère et il n'y avait pas de manette et les cartouches c'était juste les PCB cartouches aussi, donc fallait prendre des gants pour les mettre. Ouais. On avait toujours peur du statique encore à l'époque et on y jouait comme ça. Et pour la manette en fait mon père avait rafistolé c'était des fils qu'on mettait comme ça entre les doigts et avec un autre fil on connectait en gros une manette c'est un connecteur tu connectes la masse quoi, donc voilà, on connectait la masse comme ça pour faire avancer les trucs. Incroyable. Donc c'était pas du tout pratique. Et puis je crois qu'une semaine ou deux après, on a effectivement eu les premières manettes avec les premiers protos de. Ah ouais, donc c'était. Enfin, c'était pas des prototypes vu que ça existait déjà le format du Videopack. C'était Magnavox qui faisait ça, mais c'était. Bref, on a eu les manettes un peu plus tard et après ça a été le MS. Ouais. Mais du coup, pour revenir au vidéopack, c'était aussi de là que vient un peu ton côté un peu bidouille, réparation et tout, parce que dès tout petit, t'as été amené à être bercé par ce côté un peu électronique. Ah ouais, c'est pas impossible. Ouais. Et puis mon père, de toute façon, avait toujours des trucs composants, des circuits partout, des trucs éventrés dans la cuisine. Enfin, donc c'était... oui, il y avait plein d'électronique partout dans la maison. Donc ça m'intéressait pas forcément à l'époque, l'électronique. Je crois que ce qui m'y a amené, c'est justement d'être un collectionneur et puis de pas vouloir dépenser des fortunes pour faire réparer mes consoles par ça. Et tu dis que l'électronique c'est pas venu tout de suite comme passion, mais par contre le jeu vidéo, dès lors où tu l'as découvert, est-ce que ça t'a tout de suite fait un effet waouh, j'adore ça, ou tu t'es dit ouais c'est pas mal mais bon j'aimais jouer à côté, c'est bien aussi? Non, c'était vraiment waouh, c'est super parce que
c'est dur j'imagine que c'est dur à comprendre maintenant parce que je sais pas quel âge tu as, mais j'imagine que quand tu es né, il y avait déjà des consoles, Ouais. il y avait déjà des jeux vidéo. Je me rapproche peut-être de Tosmo à ce niveau-là, mais nous, quand on était tout petits, ben, on est passé il y avait rien du tout à un jour, il y a des jeux vidéo à la maison. Ouais. On pourrait argumenter qu'il y avait déjà des jeux vidéo qui existaient tout ça, mais en tout cas pas dans les maisons et pas grand public comme c'est devenu après la. Donc c'était vraiment c'était incroyable quoi. C'était c'était le futur. Hein. Ouais, bah oui. Et c'est dur à définir parce qu'on parle de next gen et tout ça, les écarts entre les générations. Là, il y a même pas de génération. Il y avait 0 et tout d'un coup il y a 1. Ouais, Et bien c'est sûr. merveilleux. C'est merveilleux. Donc on était les gamins qu'on était, c'est incroyable. C'est dur à décrire. C'est vraiment dur à décrire. Ouais, bah oui, quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais eu avant. Ouais, j'imagine un peu la surprise que tu as pu avoir. C'est une claque, c'est comme les premières claques que tu peux prendre au cinéma, les premières claques que tu peux prendre pour telle ou telle chose. Là, t'avais jamais vu quelque chose comme ça avant et bam, Voilà, ça. ouais. C'est peut-être ça l'équivalent. C'est ta première expérience cinéma où t'es habitué à voir des trucs à la télé. Puis un coup, tu vas au cinéma et t'as cet écran C'est ça. qui fait la taille d'un stade de football devant les yeux et waouh. Ouais. On va avancer, on va faire un bond dans le futur, c'est-à-dire notre présent. Et j'aimerais savoir comment l'homme mature et mûr que tu es aborde maintenant le jeu vidéo. Est-ce que tu es toujours joueur ou plus du tout? Je suis toujours joueur, bien sûr, beaucoup moins parce que j'ai beaucoup moins le temps. Et puis déjà, bon, j'ai la musique qui me prend énormément de temps. Ouais. J'ai mon autre chaîne aussi, mes réparations et tout ça. Donc, je joue toujours un peu plus casu, quoi, que je l'ai été quand j'avais, je sais pas. Donc, ça va être pas mal de justement de jeux d'arcade. Je dois avoir une bonne douzaine de machines d'arcade. Donc pas mal ça, parce que je peux justement faire un crédit ou deux, puis basta. Ou alors, ça va être un gros jeu dans l'année. Moi, l'année dernière, c'était Assassin's Creed Origins. J'arrive en retard, mais bon, là, c'est ça. Avant, c'était sur PS4, j'ai dû faire ça. J'ai dû faire Horizon Zero Dawn, et puis Kratos. God of Wars. God of Wars. Voilà, ça a été mes 3 jeux PS4 parce que et puis Monster. En ce moment, je joue à quoi? Je joue à Cyberpunk. Ouais. Le patch prochain arrive là, dans quelques minutes, j'imagine. Donc et puis après on verra. Mais donc peut-être une fois par semaine. Ouais. En gros, c'est pas qu'il n'y a plus la passion, c'est qu'il y a moins de temps. Il y a moins de temps, oui, tu verras quand tu auras 45 ans. Mais ouais, il y a beaucoup moins de temps disponible. Et puis bon, peut-être la passion qui s'estompe, qui est moins en tout cas intense. J'ai moins le désir d'essayer de toucher à tous les jeux qui sortent. Ouais, bien sûr. Et comme on parlait tout à l'heure un peu de l'effet waouh, c'est quelque chose que je ressens même moi, bien qu'étant minot. C'est que plus le temps passe, les jeux je les trouve toujours beaux, ça peut être impressionnant, mais je prends plus ces claques que je pouvais prendre comme il y a eu le passage de la 2D à la 3D. Donc maintenant c'est bien, c'est cool, mais j'ai presque une lassitude, mais alors que c'est exceptionnel les jeux qu'il y a maintenant. Mais je suis plus surpris quoi. Et pareil, j'investis beaucoup moins de temps dans le jeu vidéo qu'auparavant. C'est vrai que c'est marrant que tu parles du passage de la 2D à 3D parce que c'était vraiment un gap énorme quand c'était cheap. C'est pas fait sans accro bien sûr, mais et c'est vrai que c'est un truc qui manque. On pensait encore récemment que ça allait être la réalité virtuelle, donc des headsets et tout ça, mais ça coûte encore trop cher pour être vraiment bien sûr. Viable grand public. Encore que bon, c'est pas mal. Mais il y a pas vraiment cette étape nouvelle gène à proprement parler ou nouveau concept. Donc c'est juste des itérations des mêmes concepts qui sont optimisés un peu plus à chaque fois, mais c'est pas un grand goût. Je pense que le prochain gros gap, ça sera quand la VR sera vraiment accessible au grand public et pleinement fonctionnel par rapport à ce qu'on pense de la VR, tu vois, c'est la VR ou la réalité augmentée. Oui. Pour avancer un peu dans cette interview, je t'ai parlé du concept de Madeleine de Proust, cette console ou ce jeu qui aurait pu marquer ta vie de joueur. Est-ce que tu aurais cette Madeleine de Proust à nous présenter? Ah ouais, j'en ai même plusieurs, mais il y en a un en particulier, c'est Vampire Killer sur MSX.
Ouais. Donc c'est Castlevania sur MSX et qui est c'était pas le premier jeu MSX que j'avais, mais c'était le premier jeu MSX2 que j'avais, qui alors pour le coup, c'était magnifique, il était superbe. Et ouais, j'ai passé un temps incroyable sur ce jeu-là. J'ai pas grand-chose à en dire, à part que c'est vraiment, ouais, c'est ma Madeleine de Proust. Quand j'entends la musique de Castlevania, ou même la musique vers la version NES de la musique, ça me fait retourner à ces souvenirs de quand je m'étais assis avec la boîte Konami MSX que j'ai toujours, qui est là. Je peux la sortir si tu veux, je te la montre. Mais et lancer le jeu, et c'était incroyable. Un souvenir sur ce jeu-là aussi, c'était que justement, pour sauter, il fallait mettre la manette sur le haut, il n'y avait pas de bouton. C'était galère. Et mon père avait été malin, il avait trafiqué le joystick pour que justement, quand tu mets sur le haut, ça. Malin. Il est fort, donc il y avait une seconde. Ah non, pardon, sur le haut, la manette sur le haut, ça sautait pas, donc il fallait juste appuyer sur le second bouton. Sauf que les manettes, les 3/4 des manettes qu'on avait en Europe à l'époque, il n'y avait pas de second bouton, c'était que les pads qui avaient ça. Ah, du coup, t'étais bloqué? C'était pas du tout commun. Il y en avait, mais c'était vraiment pas commun, donc on pouvait pas sauter. Et mon père a trafiqué le truc pour que justement, quand tu mets la manette en haut, Génial. Et c'est marrant, quand tu m'as parlé de Castlevania, tu m'as tout de suite parlé de la musique. Est-ce que pour toi, ce jeu qui est ta Madeleine de Proust, avant tout, il t'a plu je vais dire à cause, grâce à sa musique, grâce à son gameplay, ou à l'aspect un peu narratif, histoire? Tu penses que c'est quoi qui a prédominé sur ce jeu pour qu'il te plaise autant? Je vois à peu près où tu veux en venir, mais la musique est extrêmement importante pour un jeu, pour moi en tout cas. Mais à mon avis, ce jeu était très bon sous plein d'aspects, hein. Graphiquement, le côté histoire, qu'on allait justement aller tuer Dracula. J'ai jamais vu ça dans un jeu vidéo, moi, à l'époque. C'était neuf. Tous ces monstres-là issus de différentes mythologies, le côté un peu présenté comme un film du truc. Enfin, c'était vraiment un ensemble, c'était vraiment une œuvre entière. Je crois que c'est la première fois que je me suis rendu compte que on parlait plus vraiment de forme de jeu, que c'était plus un jouet, que c'était vraiment une forme d'art, le jeu vidéo. Je crois que c'était la première fois que je m'en suis vraiment rendu compte. Ouais, en gros, c'était pas juste de l'arcade, genre, comment dire, un jeu, une action. Là, c'était vraiment une œuvre où tu pouvais avoir une immersion dans ce jeu, quoi. Ouais, et puis c'était un ensemble de choses, d'éléments qui, comme un film, font que tu peux apprécier le tout comme une œuvre à proprement parler. Mais pour revenir à la question, il y a certains jeux que j'ai certainement plus aimés grâce à la musique. Ouais. Et je pense que c'est vrai pour pas mal de gens. Il y a pas mal de jeux qui sont bof, pas terribles, mais qui sont tellement bien rythmés par une musique prenante et tellement bien fait que on a l'impression que le jeu est 10 fois mieux en fait qu'il est. Et c'est un exercice que je dis souvent aux gens de faire, c'est de prendre un de tes jeux favoris et de couper le son, couper la musique, ou par-dessus de mettre une musique d'un jeu que t'aimes pas, et vois ce qui se passe. Est-ce que ça marche toujours aussi bien, ou est-ce que ça te coupe le rythme et justement ça te manque dans ton gameplay? Et à l'inverse, prendre un jeu qui est pas terrible et mettre une bonne musique. Mettre une bonne musique par-dessus et voir ce que ça donne. C'est marrant que tu me dises ça parce que en début de semaine, j'ai fait l'interview d'une autre personne, donc l'interview sera dispo sur la chaîne, où il m'a parlé en jeu de Madeleine de Proust, Parapaz the Rapper. Est-ce que ça te parle? Je connais, j'y ai jamais joué, non. Ouais. Non. Étonnamment, les jeux vidéo musicaux, ça m'intéresse pas du tout. Ouais. Et le mec était dithyrambique en disant comme quoi pour lui c'était une masterpiece parce que ça rappait trop bien, machin. Et alors qu'il me disait après, bon ok, les contrôles, les rythmes sont un peu moyens et tout, mais c'était trop bien. En gros, c'est juste parce que la musique. Par contre, jeu d'arcade où la musique pour moi faisait vraiment tout sur ce jeu, au niveau du rythme, c'est Crazy Taxi, avec les musiques de Offspring et tout. Ils ont fait un remake ou un nouveau portage récemment sans ces musiques-là. Et le jeu, aucune saveur, tu t'ennuies, quoi. C'est. Ouais. Il y a tellement, en plus, il y a tellement de choses dans la musique. Tu peux regarder un screenshot pendant des heures et tu vas te dire juste, c'est un beau screenshot ou c'est un beau jeu, je me souviens, j'y ai joué. Tu entends une musique d'un jeu que t'as aimé, tu vas te souvenir avec qui tu étais, de où tu étais,
de quel état émotionnel dans lequel t'étais, de ce qui s'était passé avant, de ce qui s'est passé après. Tu vas te souvenir de tout un ensemble de choses. C'est ça qu'on appelle ça une Madeleine de Proust, finalement. Mais que t'as pas en fait avec simplement le graphisme ou simplement le gameplay, vraiment détacher le gameplay tout seul, mais que les autres éléments d'un jeu vidéo vont pas t'apporter. Ouais. Par contre, la musique, c'est un truc qui va te rappeler énormément de choses, qui va t'apporter énormément d'émotions et puis de souvenirs. Et je connais pas d'autres éléments d'un jeu vidéo qui vont faire ça. C'est très intéressant. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il y a étonnamment énormément de gens qui sont fans de musique de jeux vidéo. C'est que c'est ce qui permet de te transporter et puis de fixer des souvenirs dans ta tête. Donc ouais, je suis d'accord. On va maintenant avancer sur cette petite interview qui, quand je vois mon chrono, est déjà à une demi-heure. Je parle beaucoup. Hein. Ah non, mais c'est très très bien. Hein. On va passer sur une partie questions-réponses, un concept très innovant que j'ai mis en place où je pose une question et aux surprises, tu dois faire une réponse en essayant d'être concis. Alors, on va commencer en douceur avec la première question. Toi, tu arrives du coup sur YouTube maintenant, on a dit 2014 ou 2015, donc ça fait... t'es un peu un vétéran du YouTube game. Est-ce que YouTube en 2021, c'est toujours cool? Ouais, bien sûr. Mais ça dépend ce que tu veux faire. Je vais pas être concis, je suis désolé. Ça dépend ce que tu veux faire. Ça dépend pourquoi tu veux être sur YouTube aussi. Moi, quand j'ai commencé ma chaîne, je voulais juste faire de la musique. Et mon but maintenant, c'est juste de faire de la musique. C'est vraiment le seul truc qui m'intéresse. Mais je pense que c'est aussi pour ça que t'as une certaine reconnaissance, t'as une chaîne quand même qui a une certaine visibilité. C'est aussi parce que en gros, ton but, c'est pas uniquement d'être une star sur YouTube, c'est faire ce qui te plaît. Et je pense que c'est aussi ça qui plaît aux gens. C'est tellement facile de devenir célèbre et populaire. Il suffit d'aller tuer quelqu'un en direct et voilà. Bah oui. tu seras sur toutes les télés du monde. Si ton but pour être sur YouTube, c'est de faire des vidéos, d'être populaire, à mon avis, tu le fais pour les mauvaises raisons. Ça n'engage que moi, mais c'est mon sentiment. Cela dit, dire que je suis pas content quand j'ai des vues non plus, c'est complètement égoïste. Oui, ça serait hypocrite. Ça serait hypocrite de dire ça. Ouais. Donc, bien sûr, en plus, quand tu fais de la musique ou n'importe quelle forme d'art, ton but, c'est d'être vu, c'est soit vu par les gens et après. Mais il n'y a pas de mauvais moment pour commencer. Moi, quand j'ai commencé en 2014, on m'a dit, tu aurais dû commencer en 2012. Donc, et puis la même chose pour ceux qui commenceraient en 2016, vous auriez dû commencer 2 ans avant ou 1 an avant. Enfin, ouais, bien sûr. Et chaque année, tout le monde me dit YouTube c'est mort, YouTube c'est mort. Toujours des nouveaux YouTubeurs qui arrivent et qui sortent très bien. Donc, oui, c'est un peu plus dur parce qu'il faut être un peu plus différent ou plus intéressant. Enfin bon. Mais non, c'est pas impossible. À partir du moment où tu es passionné parce que tu fais et que tu veux juste montrer ce que tu fais et que être célèbre, c'est pas une fin en soi, ça devrait être un produit de ce que tu fais. Bien sûr. Maintenant, c'est devenu une fin en soi. Donc, mais si tu le fais pour les bonnes raisons, fais ta chaîne YouTube maintenant, mec. Ouais, bien sûr. Si t'as un concept qui est intéressant et qu'avant tout ça te plaît de le faire et de l'exécuter, je pense que tu peux ouvrir une chaîne en 2021. Absolument. Ouais. Donc ça, c'était la question facile. On va parler un peu maintenant. La réponse courte. Oui, c'était censé être la réponse courte, celle-ci. J'entendais un oui. Seconde question. On va parler un peu du contenu que tu crées. Est-ce que pour le besoin d'une vidéo, tu t'es dit, pour mon arrangement, il faudrait que je sache jouer de cet instrument. Et est-ce que tu t'es dit, je vais apprendre cet instrument pour réussir mon arrangement? Ouais. Souvent, ça arrive. Dès que je récupère régulièrement des nouveaux instruments. Donc, les derniers en date, j'ai une espèce de synthétiseur russe, là. Et il y a 1 an, je savais pas vraiment jouer du piano, hein, donc j'ai été obligé de m'apprendre le piano. Tout le monde a l'air de savoir jouer du piano. Moi, je savais pas jouer du piano. Donc, j'ai pris des cours, vraiment. Ouais. J'ai pris des cours de piano pour savoir un peu me délier les doigts. Mais il y avait, j'ai eu un oud de Maroc, je crois. Et puis d'Arbouka aussi. Donc, je connaissais pas du tout les techniques. Donc, j'ai dû passer un mois à apprendre les techniques, en tout cas traditionnelles. Ouais. Ces 2 trucs pour pouvoir faire une des reprises de Dune, par exemple. D'accord. Ouais, ça fait partie du fun pour moi. Donc, ouais, bien sûr. C'est se demander comment je vais avoir ces sons ou alors passer du temps à apprendre un nouvel instrument et pouvoir finaliser ça dans une reprise. Ça fait vraiment partie du fun de faire un truc. Donc, ça arrive très, très souvent. Ouais. Et est-ce que, vu que je pense que t'es musicien, t'as une certaine sensibilité qui
t'aide à appréhender et à comprendre comment utiliser tel ou tel instrument. Mais est-ce qu'il y a eu un instrument où c'était, comment dire, un peu l'instrument de l'enfer, où tu t'es dit ça rentre pas musicalement avec ma conception et que tu peines un peu à l'utiliser? Ça rentre pas dans la conception, pas vraiment, parce que j'ai maintenant une bonne idée de quel type de son je vais avoir pour chaque reprise, donc je pense avoir une bonne intuition pour savoir quel instrument va marcher, quel instrument marcherait pas. Mais il y a un instrument qui me pose toujours énormément de problèmes, c'est les cornemuses irlandaises. Ouais. Qui sont déjà les cornemuses, c'est facile. Ouais. Mais les cornemuses irlandaises, en plus, il y a un soufflet qui envoie l'air dans le ballon, donc tu ne peux pas directement. Mais c'est super chaud à contrôler, c'est très tempéramental. Ça existe en fait, on fait ça. Et donc, ça me pose toujours des problèmes. Donc, on me dit souvent, ah, tu joues aussi de la cornemuse. Non, je peux pas dire que je joue de la cornemuse. J'ai une cornemuse et j'arrive à apprendre un morceau spécifique de temps en temps dessus, mais de dire que je pourrais épater la galerie pendant des heures avec une cornemuse, non, je pourrais pas. Si je m'amusais à faire des parallèles un peu en ramant, je pourrais dire qu'en fait certaines de tes compos, il y a un peu un aspect shonen où en gros tu pars d'une musique originale et tu te dis je vais apprendre ça et au final réussir à le maîtriser pour réussir à faire ta compo. C'est pas bête, ouais, ça serait marrant de faire un petit edit vidéo. C'est ça. Un mode shonen avec. Je maîtrise la cornemuse. C'est parti. Ouais. Ce qui fait, à croire que j'ai travaillé cette interview, une transition parfaite vers la question suivante. Pour revenir un peu sur le contenu que tu crées, est-ce qu'il y a vraiment une compo où tu es vraiment plus fier qu'une autre, celle qui est vraiment pour toi la plus aboutie, celle qui te rend le plus fier? Il n'y en a pas une à proprement parler, parce que honnêtement, je suis fier de vraiment toutes celles que j'ai fait. Ouais. Peut-être, si je devais choisir, peut-être les musiques de Dune, justement, et celles de Turrican. Mais c'est vraiment parce que c'est vraiment mes OST préférés à l'origine. Et je suis super content et fier de les avoir faites. Non seulement ça, mais en plus, les compositeurs originaux m'ont contacté pour me dire que c'était super. Chris Hulsbeck, qui est le gars qui a fait Turrican, est devenu maintenant un contributeur sur mon Patreon. Voilà, donc c'est un ensemble de choses. Mais de toute façon, là-bas, c'était mes OST préférés et je voulais vraiment leur faire justice au mieux de mes compétences, en tout cas, quand je les ai faites. Et donc, si je devais choisir, ce serait n'importe quelle musique de ces deux jeux que j'ai. D'accord. Eh bien, c'est une bonne réponse et elle est concise en plus. C'est parfait, ça. Ah. On va continuer et basculer tout doucement vers le jeu vidéo. Si je te donnais la possibilité, à toi, Banjo Gaioli, de réécrire une OST complète sur un de tes jeux vidéo, ce serait laquelle et pourquoi? Eh ben, je l'ai déjà fait, en fait, dans un sens. En 2018, j'avais fait 7 reprises pour le jeu Monster Boy de Game Atelier, qui est donc une suite de Wonder Boy 3, enfin 6 d'ailleurs, une suite de Wonder Boy 3 officielle maintenant. Et ça a commencé très tôt dans l'âge de ma chaîne. Je crois que ma deuxième reprise, ça a été justement une reprise de Wonder Boy, ouais. Et c'est FDJ Entertainment et Game Atelier qui m'ont contacté, qui m'ont dit est-ce qu'on peut l'utiliser pour une vidéo de promo. Oui, bien sûr. Et ils m'ont, voilà, c'était payé en plus. Ouais. Et petit à petit, on a commencé à discuter et eux on parlait de peut-être avoir des covers dans le jeu directement et puis petit à petit d'avoir un personnage qui s'appelait Oli, qui jouait du banjo, qui avait une casquette et une chemise à carreaux dans le jeu aussi. Et voilà, ça s'est fait comme ça au fil des années et puis le jeu est sorti en 2018. Et ouais, c'était vraiment ça s'est passé pour un musicien en tout cas de la meilleure façon que ça puisse se passer, c'est-à-dire que j'avais pas d'obligation, j'avais pas de cahier des charges, j'avais pas de musique vraiment à écrire proprement parler, j'avais juste des reprises à faire et j'avais 4 ans pour les faire, quoi. Et voilà, donc c'était merveilleux, c'était vraiment le rêve que j'ai jamais eu et qui s'est réalisé parce que être dans un jeu vidéo
tout le monde se dit ah, ça serait trop cool, mais tu te dis, tu sais bien dans ton fond intérieur que c'est pas un truc qui va arriver. Et c'est arrivé. C'est incroyable. Si je devais peut-être trouver un jeu pour lequel j'aimerais bien recomposer ou composer un truc maintenant, ce serait super chaud, mais ce serait peut-être un Castlevania juste. Ouais. J'adore les vieilles OST des Castlevania et ouais, ce serait vraiment c'est vraiment ouais super de pouvoir composer pour un Castlevania. Ça n'arrivera pas parce que faut jamais dire jamais, hein. Tu pensais pas qu'il y aurait Wonder Boy 3 pour toi, hein. En parlant jeux vidéo et donc de console, vu que tu es collectionneur, pour toi, ça serait quoi ton top 3 mais des consoles du cœur? Parce que je vais pas définir des critères techniques parce que c'est quelque chose d'assez objectif, mais une manière subjective pour toi, c'est quoi ton top 3 des consoles du cœur? C'est de toute façon complètement subjectif le rétro, hein. Il y a rien d'objectif dedans, mais moi ce serait effectivement parce que je les ai eu le MSX, ensuite j'étais passé à l'Amiga et j'ai une grosse faiblesse aussi pour la Master System, que c'est mon petit frère qui avait ça. On avait récupéré d'un copain et on a joué tous les deux ensemble. Enfin, il me regardait jouer à la Master System, plus que lui jouait, donc il était tout petit. Et donc j'ai de gros souvenirs sur la Master System aussi. Donc ce serait vraiment ces trois consoles-là que je chierais toujours. Et c'est d'ailleurs les trois consoles que j'ai ici, quoi. D'accord. Et est-ce qu'il t'arrive encore parfois d'y jouer? Parce que tu vois, autant les consoles 16 bits, 32 bits, on peut encore y jouer de manière assez simple, mais autant les ordinosaures ou même la Master System, des fois c'est un peu compliqué de pouvoir y jouer ou les faire découvrir. Est-ce qu'il t'arrive encore parfois de prendre du plaisir à jouer à ce genre de console? Ouais, il y a un jeu sur MSX que j'aime bien relancer qui s'appelle King's Valley. Ouais. C'est un petit jeu de puzzle où tu dois trouver des gemmes et puis c'est un peu comme Lode Runner mais un peu mieux que Lode Runner. C'est très sympa, la musique est très sympa. J'avais tout le monde à l'essayer. J'en parlerai certainement dans la case à un moment donné. Mais ouais, donc ça m'arrive souvent. Là, j'ai plus de place dans mon truc, tu vois, c'est un peu le bordel comme tu peux le voir au fond. Donc j'ai pas pu brancher. Enfin, j'étais obligé de débrancher mon MSX et mon Amiga. Mais je relance souvent en émulateur l'Amiga aussi pour jouer à des trucs comme Ridandrous justement ou les Speedball, quelques autres jeux que j'aime bien refaire. D'accord. Et c'est marrant que tu m'aies parlé de la Master System parce que je vais faire un écho à une interview qui est parue aujourd'hui au moment même où on enregistre, où j'ai interviewé un streamer qui est aussi musicien. Il a un groupe qui tourne pas mal et il m'a dit que lui, en gros, il avait commencé à aimer la musique grâce à la Master System et à certains jeux de Master System qui avaient des musiques entêtantes. Et c'est vrai que c'était vraiment avec la Master System les premiers chipsets sonores où ils arrivaient vraiment à faire des mélodies un peu moins limitées et que peut-être que c'est pour ça que ça l'a aidé. Certainement, ouais, il y avait 3 voix possibles et puis je sais plus est-ce que c'était la YM 3, 8, 9, 10 ou un truc comme ça comme sur le MSX, mais elle sonnait un peu différemment. Je sais plus exactement, mais c'était ça pour moi, c'était le MSX qui m'a fait découvrir la musique. Ouais. Mes premières compos musicales, c'était en MSX basique sur le MSX justement. Puis après c'était très frustrant. Après je suis passé à l'Amiga après, mais par contre quand j'ai eu un instrument, c'était hyper frustrant parce que je pouvais faire des compositions entières sur ces machines-là. Ouais, bien sûr. Sur la guitare, j'arrivais à rien. Donc ouais, c'est vraiment. Je suis pas étonné. Hein, pour moi, c'était les ordinateurs et donc les jeux vidéo qui m'ont initié et fait découvrir le plaisir de la musique. On va arriver sur la dernière question et on va parler RPG. Je sais pas si t'es client, pas client RPG. Je sais que t'as fait pas mal de covers RPG parce que d'un point de vue musical, c'est assez intéressant. Mais d'un point de vue jeu, je sais pas si tu adhères au RPG. Déjà, est-ce que tu es client du RPG ou pas du tout? Qu'est-ce que t'appelles RPG? RPG, JRPG, donc ça peut être des Chrono Trigger, des Final Fantasy. RPG. Oui, JRPG. D'accord. Non. Pas du tout. Donc là, c'est juste côté musical où tout que c'est intéressant. Ouais, par contre, j'adore les compos de certains JRPG et justement, je m'écoute régulièrement des trucs de Final Fantasy ou des Chrono Trigger, la vidéo de Chrono Trigger. D'accord. Et bien du coup, ma question est caduque. Ouais, désolé. Bah non, mais pas grave. Du coup, on va conclure comment? Avec une conclusion. On va parler maintenant sur 2021 et l'avenir. Est-ce que tu as à ce jour, donc là on enregistre, on est le 22 janvier, est-ce que tu as des projets en cours ou à venir dont tu peux nous parler? Des projets, pas vraiment. J'ai des idées, mais c'est pas des projets. Je fais pas de gros plans comme ça. Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, mon but c'est juste de faire de la musique. Donc je fais ça une reprise après l'autre et puis voilà.
J'ai une liste de reprises qui me dure, si je continue à en faire une par semaine, qui va durer encore 7 ans. Ah oui. Oui. Et puis même après ça, c'est pas comme s'il y avait un manque de musique dans le jeu vidéo, donc c'était assez intarissable comme source d'inspiration. En gros projet, j'avais un projet, et c'est toujours en cours, mais bon, j'ai manqué de temps. C'était justement avec Chris Hülsbeck de faire un album de reprise de Turrican. Officiel, sanctionné par Chris Hülsbeck, et que ce soit lui en plus qui distribue ça. On a manqué de temps, enfin j'ai manqué de temps parce que c'est moi qui vais faire tout le boulot. Mais donc peut-être que ça se fera. Si j'ai des idées comme ça, je discute pas mal aussi avec David Wise et puis avec Cold Storage, Team Wright. Donc on a aussi des idées peut-être de faire des trucs comme ça ou des collaborations avec bientôt des gros featuring avec Banjo Gaioli. Ça a été juste des petites discussions comme ça sur Facebook, enfin en PM. On a vraiment rien signé sur le papier. Enfin signé, c'est pas comme si on avait un contrat signé. Mais on a vraiment rien décidé, mais c'était juste des idées en se disant ce serait cool de faire ça. Le plus sérieux c'était le truc avec Chris Hülsbeck, mais manque de temps, manque de temps. D'accord. Avant de se quitter, j'ai vu sur ta chaîne que tu faisais des reprises de jeux vidéo, mais tu avais aussi fait des reprises de séries TV, genre Magnum, genre. Ouais. Et ça, c'est plus quelque chose que tu gardes de manière un peu spéciale, ou tu comptes en faire plus? Ouais, j'ai fait aussi des reprises de musique. De Metallica, je crois. Rage Against the Machine. Enfin, c'est des trucs ponctuels que je fais de temps en temps. C'est vrai que j'en ai pas fait l'année dernière. Donc, j'ai des idées, tu sais, l'agence touriste, ou les trucs de MacGyver, ou des trucs comme ça, qui sont des séries cultes, et puis dont le générique et qu'on aime. Donc des choses un peu très ancrées dans la pop culture, quoi. C'est ça fait des trucs à faire. Il y a pas mal de musique 80s que j'aimerais bien refaire aussi, des bons vieux gros tubes 80s qui seraient pas très durs à refaire. C'est pas bien cool. Donc faut que je m'y penche, c'est pareil. Je manque de temps et je fais presque 2 à 3 vidéos par semaine en ce moment sur la chaîne. Donc je suis assez pris, mais bon, on verra. D'accord. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur YouTube, Banjo Gaioli sur YouTube, sur Twitter, Banjo Gaioli sur Twitter, sur Facebook, Banjo Gaioli, sur Instagram, Banjo Gaioli, sur la case rétro bien sûr, où je m'appelle Banjo Gaioli, dans la case rétro. Mais écoute, Banjo Gaioli, je te remercie une nouvelle fois d'avoir pris le temps pour cette petite interview. Si vous avez des choses à lui demander, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je m'en ferai le relais. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles petites interviews. Salut Banjo Gaioli, salut YouTube. Ciao, merci à toi.